Il faut savoir qu'il y a trois alternatives thérapeutiques en orthodontie. D'accord? Il y a le traitement orthopédique qui concerne les sujets en pleine croissance, le traitement orthopédique, d'accord, qui vise à modifier les rapports des maxillaires dans le sens sagittal, bien dans le sens vertical ou transversal, par des appareillages orthopédiques. Normalement, vous l'avez déjà vu en troisième année, thérapeutique orthopédique. Et nous avons comme deuxième alternative, c'est le traitement orthodontique par les baraquettes, technique fixe multi-attache, qui vise, qui vise un rattrapage occlusal des anomalies. D'accord? Et quand ces deux alternatives thérapeutiques sont dépassées, nous allons avoir recours au traitement chirurgical. Donc, bien entendu, le traitement orthochirurgical ou bien la chirurgie orthodontique, c'est une alternative thérapeutique pour les anomalies compliquées, pour les déformations, pour les grandes perturbations esthétiques. D'accord? C'est tout simplement ça. L'orthodontiste, au cours de son activité professionnelle, sera confronté à des cas sortant des limites de son exercice. Donc, quand même, il y a des limites à l'orthodontie. Donc, nous, orthodontistes, on peut agir par nos traitements orthopédiques ou bien par nos traitements orthodontiques qui visent, comme je vous ai dit tout à l'heure, un rattrapage occlusal. Et dans des cas compliqués, il se tournera inévitablement vers la chirurgie. D'accord? Les principes de la collaboration orthodontico-chirurgicale, nous allons pas voir l'historique, parce que c'est un peu compliqué, mais juste les limites et les indications, ainsi que le moment d'intervention. La chirurgie de prognatisme mandibulaire a été introduite au début du XXe siècle par une ostéotomie du corps mandibulaire en élevant une molaire ou une prémolaire et une bloc-osseux qui l'accompagne. Donc, il faut savoir que la première chirurgie orthodontique effectuée a été mandibulaire, donc c'est l'ostéotomie mandibulaire, c'est la première chirurgie orthodontique. Il faut juste savoir ça. Les limites, les limites de l'orthodontie. Les limites de l'orthodontie sont tout simplement les indications de la chirurgie orthodontique. La chirurgie orthodontique, elle est indiquée quand il s'agit d'un décalage squelettique important, d'accord, un décalage squelettique important, ou bien les grandes perturbations esthétiques, ou bien dans le cas d'une dysmorphose, d'accord. Comme nous l'avons déjà évoqué précédemment, dans les traitements orthopédiques, on peut prévenir ou bien par une combinaison de la thérapeutique fonctionnelle, mécanique, une relation sagittale de maxillaire relativement stable dans le temps. Toutefois, quand le patient présente une déformation évolutive, c'est-à-dire il y a une étiologie génétique, par exemple dans les prognatismes mandibulaires purs ou bien familiales, comme on appelle de l'hypertrophie mandibulaire essentielle, d'accord, le traitement orthopédique sera un échec. C'est vrai, peut-être on voit un résultat au cours du traitement orthopédique, mais une fois le traitement orthopédique est terminé, la déformation, elle est toujours évolutive. Dans ce cas-là, le traitement orthochirurgical est de règle. Quant à la chirurgie orthodontique, plus généralement, le but d'intervention chirurgicale n'est pas de corriger la déformation, mais de créer un environnement, qui rend possible une croissance normale. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, le décalage squelettique, les grands syndromes, conséquences de troubles de croissance d'origine génétique, comme les syndromes de Crouzon, trisomie 21, d'accord, tous les syndromes qui accompagnent une perturbation faciale. Les décalages squelettiques sagittato-verticaux transversaux en fin de croissance, donc la chirurgie orthodontique, elle est toujours indiquée en fin de croissance, d'accord. Les fortes compensations dento-alvéolaires, c'est-à-dire quoi? Quand il s'agit d'une anomalie très bien compensée, par exemple dans les classes 3, dans les classes 3 sévères, on a toujours une rétroalvéolée inférieure, une proalvéolée supérieure, tandis que l'anomalie est bien compensée. Mais parfois, les compensations contre-indiquent le traitement orthodontique, puisque tout simplement le traitement orthodontique de Camoflop
de camouflage, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle vise une compensation. Donc, on va aggraver la rétroalvéolée inférieure et la proalvéolée supérieure. D'accord? Qui dit aggravation de la rétroalvéolée, des risques de fenestration, donc risque de nuire aux parodontes. La chirurgie orthodontique, dans ce cas-là, est de règle. La chirurgie orthodontique, elle indique aussi dans les grandes perturbations esthétiques, forte rétromandibulite, donne un profil très fuyant. Pour les patients présentant une croissance défavorable, par exemple une croissance verticale défavorable, or, presque la quasi-totalité de nos traitements orthodontiques provoque une ouverture de la DV. D'accord? Et pour les anomalies structurales, c'est-à-dire fracture mandibulaire ou bien une asymétrie d'origine traumatique et tout. D'accord? Est-ce que c'est clair? Orthodontique toujours. Graber et Profit, qui sont des éminents orthodontistes, d'accord, ils ont établi une enveloppe pour mieux visualiser les limites de l'orthodontie. D'accord. Très bien. En violet, c'est la limite de l'orthochirurgie. D'accord, surgery. D'accord, en violet. En vert, c'est l'avènement des mini-vis. D'accord. Donc, les mini-vis ont élargi un petit peu l'enveloppe de l'orthodontie et de l'orthopédie. D'accord. Mais c'est pas précis, c'est pas encore précis. L'orthodontie orthopédie, c'est en jaune et l'orthodontie seule, orthodontics alone. D'accord, c'est un violet clair. D'accord. Par exemple, je vous donne un exemple dans le sens sagittal. Ça, dans le sens, on va penser ça. Dans le sens sagittal, quand on a un envergette plus de 7 mm, d'accord, plus de 7 mm, l'orthodontie seule ne suffira pas. Donc, il va falloir faire traitement orthopédique plus traitement orthodontique. Mais jusqu'à 12 mm, les deux alternatives thérapeutiques seront dépassées. La chirurgie, donc, elle est indiquée. Toujours une limite. D'accord. Le moment d'intervention. Quand est-ce qu'on peut établir ou bien on peut indiquer la chirurgie orthodontique? Tout simplement, il faut l'indiquer en fin de croissance. Pourquoi en fin de croissance? Pour ne pas avoir une récidive de l'anomalie. Pour ne pas avoir une récidive de l'anomalie, on a deux types de chirurgie orthodontique. On a la chirurgie précoce et la chirurgie en fin de croissance. Mais généralement, pour les francophones, la chirurgie orthodontique est indiquée en fin de croissance. Pour les anglophones, on peut l'indiquer comme une chirurgie précoce, mais dans certains cas. Dans certains cas, par exemple, la chirurgie précoce, elle est orthodontique précoce, elle est indiquée seulement pour les grands syndromes, ou bien les grands syndromes dont le tableau est très sévère, d'accord, associé aux anomalies orthopédiques comme le syndrome de Coulson, le syndrome d'Apert, trisomie 21, d'accord. La chirurgie précoce, elle est indiquée pour établir un environnement fonctionnel et pour favoriser une croissance harmonieuse. D'accord. Le temps est un autre aspect important à considérer dans la chirurgie orthodontique selon deux points fondamentaux. La première concerne la durée totale de traitement des interventions orthodontico-chirurgicales et le second concerne le moment opportun de la chirurgie. Le temps, comme ils ont précisé, Profit et Gabès, c'est la quatrième dimension en orthodontie. Bien évidemment, nous avons la dimension sagittale, nous avons la dimension transversale, nous avons la dimension verticale et la dernière dimension, c'est le temps. D'accord. Il y a la surgery first, ça ne vous concerne pas, donc c'est un peu spécialisé. Moment d'intervention, voilà. Si la modification de la croissance est effectuée tôt, l'anomalie aurait tendance à récidiver à cause d'une croissance plus tardive.
se reproduisant suivant le même schéma squelettique, de sorte que la recommandation habituelle est d'attendre le pic de croissance pour commencer le traitement. D'accord? Si l'anomalie, elle est très récidivante, d'accord? Ou bien dysmorphie évolutive, on parle essentiellement des asymétries d'origine congénitale, d'une atteinte condylienne. L'anomalie la plus fréquemment rencontrée dans la microsomie hémifaciale de l'atteinte condylienne se traduit par une fracture condylienne qui limite le mouvement de translation d'un côté. La chirurgie, dans ce cas-là, je précise, elle est dite précoce. Croissance asymétrique évolutive, la croissance excessive se produit par un élargissement condylien ou élongation du col. Dysmorphie, une intervention précoce. Une intervention chirurgicale précoce peut être proposée dans le cas sévère où l'on retrouve une limitation importante du mouvement condylien. Dans les fractures condyliennes, par exemple, si la fracture condylienne est un peu ancienne et associée à une asymétrie faciale de la chirurgie, dans ce cas-là, elle est dite précoce. Excès de croissance symétrique. Déficit de croissance. Donc, je vous résume le moment d'intervention. Nous avons la chirurgie précoce qui vise à établir un environnement fonctionnel harmonieux pour une croissance harmonieuse. Donc, elle est dite précoce, donc elle est indiquée en cours de croissance, ou bien en cours de croissance. La chirurgie tardive, bien la chirurgie classique ou bien la chirurgie orthodontique, elle est presque quasi-totalité, dans la quasi-totalité des cas, elle est indiquée en fin de croissance pour prévenir une récidive. La planification de traitement orthochirurgical. En fait, la chirurgie orthodontique, elle est indiquée essentiellement par les orthodontistes. D'accord? Il n'est pas indiqué par le chirurgien maxillofacial. L'établissement de plan de traitement d'un patient présentant une dysmorphose maxillomandibulaire nécessite une évaluation systématique qui implique l'ensemble des acteurs engagés dans le protocole orthodontico-chirurgical. On commence par l'examen de routine, évaluation générale du patient, évaluation psychosociale, évaluation de l'esthétique faciale, d'un bilan radiologique complet, une analyse occlusale. Les protocoles orthodontico-chirurgicaux concernent en majorité des patients en bonne santé. D'accord, la chirurgie orthodontique n'est pas indiquée euh, pour les patients qui présentent un problème de santé, comme les cancers, comme les maladies cardiovasculaires, comme les patients sous chimio et tout. D'accord, donc bien évidemment, n'est pas indiqué. Sur le plan esthétique, la demande en chirurgie est très fortement influencée par l'image des stars ou par les proches, l'image des stars sur Hollywood Stars. Une étude a démontré les motivations aux États-Unis, une étude de Williams qui a été effectuée par l'équipe de cet auteur, a démontré les motivations principales pour la chirurgie orthodontique. Avoir des dents droites, 80%. D'accord, c'est un motif de consultation pour 80% des patients. Prévenir le futur problème dentaire, 69%. Et améliorer la confiance en soi, ou bien le self-confidence, pour 68% des cas. D'accord, ça reste quand même une étude. Les femmes ou les jeunes filles recherchent à améliorer leur confiance et leur sourire. Les hommes et les jeunes gens désirent essentiellement améliorer leur vie sociale. On commence deuxièmement par l'évaluation socio-psychologique. C'est très, très important. Le patient va comprendre qu'une fois le traitement commencé, il sera difficile de revenir en arrière. Pour certains patients fragiles psychiquement, d'accord, qui sont fragiles, ils n'acceptent pas leurs apparences en fin de chirurgie. Donc, on doit les accompagner, d'accord, par une approche psychologique. On les adresse, on les oriente vers les psychologues. Consentement éclairé, toujours le consentement éclairé des patients pour ne pas avoir des problèmes d'écho. Évaluation esthétique, c'est un examen clinique. C'est un examen clinique de routine. On évalue l'esthétique faciale dans les trois sens de l'espace. Bilan radio, l'évaluation des ATM,
l'évaluation fonctionnelle des ATM et l'individualisation du plan de traitement. L'orthodontie préchirurgicale. Nous allons voir le rôle de l'orthodontiste dans l'établissement de traitement orthochir. Les objectifs préchirurgicaux. D'accord? Avant d'entamer le traitement orthochirurgical, ou bien le traitement orthodontique, il faut établir les objectifs préchirurgicaux. Il n'existe aucun accord universel entre les orthodontistes et le chirurgien quant au but du traitement orthodontique avant la chirurgie. Et en général, le principe de base est que les dents doivent être déplacées suffisamment pour permettre au maxillaire et la mandibule d'être mis dans la position désirée. C'est l'objectif majeur. Les objectifs, c'est de décompenser les anomalies. Pourquoi? La décompensation des anomalies a pour but d'aggraver la dysmorphose, pour avoir une marge de travail au chirurgien. Je vous donne un exemple. Dans les cas de classe 3, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous avons classiquement une compensation très importante, surtout pour les formes de classe 3 sévères. Nous avons une rétroalvéolie intérieure et la proalvéolie supérieure. À votre avis, donc, on ne pourra pas déplacer la mandibule puisque la mandibule, elle est bloquée. Elle est bloquée par la proalvéolie supérieure. Dans ce cas-là, on est obligé de faire une décompensation. La décompensation a pour but de redresser les dents, d'accord, de décompenser l'anomalie, de redresser les dents, uprighting, dans leur base osseuse. On élimine la rétroalvéolie inférieure et la proalvéolie supérieure. Donc, nous allons avoir donc un envergette négatif très, très important. Et donc, c'est une marge au chirurgien pour pouvoir déplacer par une orthopédie chirurgicale, d'accord, c'est pas une orthopédie classique, par une orthopédie chirurgicale, les bases osseuses. Le traitement orthopréchirurgical vise également d'établir un alignement des arcades, une coordination des arcades, d'accord, pour avoir une coïncidence en fin de traitement, fermeture complète de tous les espaces et parfaire l'occlusion et nivellement des arcades. La visualisation des objectifs de traitement, ça ne vous concerne pas. C'est une prévisualisation, c'est-à-dire avant même d'établir le traitement orthochirurgical. On doit visualiser les objectifs de traitement par une céphalométrie. D'accord? Et discuter les objectifs de traitement avec le patient. Par des setups céphalométriques. Actuellement, on le fait par des logiciels. Orthodontie préchirurgicale, la préparation, d'accord, comme je vous ai dit, le traitement de décompensation vise à une aggravation de l'occlusion. C'est un exemple. Préparation orthodontique dans les traitements de dysmorphie verticale, le nivellement des arcades. D'accord? Mais dans les dysmorphies verticales, parfois le nivellement des arcades, il diminue l'amplitude de la béance, comme dans ce cas précis. D'accord? Mais elle aggrave en contrepartie le sourire gingival qui reste disgracieux. Et en fin de traitement orthodontique préchirurgical, on doit placer des arcs de stabilisation qui sont des arcs en acier, d'accord? Des arcs qui sont des arcs en acier de grande section munis par des potences. Les potences servent à mettre des élastiques de blocage maxillaire, d'accord? Après la chirurgie ou bien au moment de traitement chirurgical, on doit bloquer les deux arcades dans la position occlusale désirée. Des fils de laiton peuvent être soudés à l'arc de stabilisation, soit décrochés à certains préfabriqués, comme dans ce cas-là, qui sont verrouillés mécaniquement à l'aide d'une pince. Mais pour guider le patient, bien pour guider le chirurgien vers la position occlusale désirée, on doit fabriquer une gouttière, ou bien la gouttière chirurgicale. La gouttière chirurgicale sert un guide,
pour le chirurgien, d'accord? C'est la fabrication des guides chirurgicaux par des articulateurs semi-adaptables. Nous allons vers le rôle de chirurgien, que c'est le rôle de chirurgien, c'est en plus, donc c'est pas notre objectif. Le rôle de chirurgien, bien les différentes chirurgies du maxillaire. Les principales techniques d'ostéotomie utilisées comprennent les ostéotomies segmentaires et complètes sur le plateau maxillaire et la mandibule, mais aussi la technique plus récente des corticotomies unitaires interdentaires. Mais il faut mentionner à l'heure actuelle, la chirurgie bimaxillaire combinée est préférée à la chirurgie monomaxillaire. Dans la quasi-totalité des dysmorphoses faciales, on ne fait pas une seule chirurgie. Par exemple, dans les clusters, on ne fait pas seulement une chirurgie d'avancée mandibulaire, ou bien dans les clusters, on ne fait pas seulement une chirurgie d'avancée maxillaire. Non, puisque les anomalies ou bien les différentes perturbations esthétiques concernent les deux maxillaires, donc la chirurgie elle est bimaxillaire. L'ostéotomie des maxillaires, c'est l'ostéotomie de l'effort 1. C'est la plus connue, c'est l'intervention la plus souvent pratiquée sur le maxillaire. Son objectif est de séparer la face de l'ensemble formé par le plateau palatin et l'arcade. Elle est indiquée soit pour chirurgie elle est indiquée souvent pour avancer le maxillaire, en fait. D'accord? C'est pas une chirurgie de recul. Comme je vous ai dit, il y a des ostéotomies segmentaires, il y a des ostéotomies complètes. D'accord? La chirurgie de l'effort 1, c'est une ostéotomie complète. C'est pas une ostéotomie segmentaire. Ça ne concerne pas les différents temps chirurgicaux. D'accord? C'est une chirurgie assez lourde. L'ostéotomie segmentaire de Chucha, d'accord, c'est pas une ostéotomie complète. Regardez, on extrait une prémolaire et elle vise uniquement de segmentation de plateau alvéolaire antérieur. L'ostéosegmentaire de Westman n'est pas complète, elle est segmentaire puisqu'elle la segmentation, ou bien quand il s'agit d'une ostéotomie segmentaire, donc elle ne sépare pas tout le maxillaire, c'est juste le segment antérieur, d'accord? Les ostéotomies mandibulaires, la plus fréquente, c'est celle décrite par Dalpan Orvegessel. D'accord, c'est une chirurgie assez lourde quand même. D'accord, les effets néfastes de cette chirurgie sont bien décrits par ces auteurs. On peut avoir une hypoesthésie du nerf inférieur, on peut avoir une anesthésie du nerf inférieur, carrément, d'accord, puisqu'il y a un risque de section du nerf alvéolaire inférieur. La chirurgie d'Epker ou bien d'Alpon enregistrée, elle est indiquée pour reculer la mandibule, pour faire avancer la mandibule, ou bien pour recentrer la mandibule. Il y a des ostéotomies mandibulaires comme la gynéoplastie. La gynéoplastie, elle se porte au niveau du menton, mais c'est pas une chirurgie lourde, elle est bien maîtrisée. Elle a pour but, elle est soit dite par addition, c'est-à-dire pour avancer le menton dans les cas de classe 2, d'accord, dans les cas de classe 2, ou bien une chirurgie de recul pour les classes 3. D'accord, donc on peut faire un traitement orthodontique classique qui vise un rattrapage occlusal, mais de point de vue profil, ça reste quand même moche, entre parenthèses. Donc on peut indiquer une gynéoplastie, d'accord, qui est une gynéoplastie. C'est pas une chirurgie lourde, elle n'est pas trop chère pour améliorer le profil du patient. Dans ce cas-là, la chirurgie orthodontique, elle est dite complémentaire au traitement orthodontique de camouflage. Mentoplastie et remodelage mandibulaire, elle est aussi indiquée dans une plastie fonctionnelle.
La chirurgie orthodontique, l'indiquée pour les dysmorphoses, c'est la distraction osseuse et tout. Pour le sens transversal, la chirurgie orthodontique est indiquée pour corriger les endognathie sévères ou bien les endognathie associées aux troubles respiratoires comme le syndrome d'apnée hypopnée obstructive de sommeil. D'accord? Dans ce cas-là, la chirurgie orthodontique est indiquée, ou bien elle est dite par distraction. La distraction, c'est-à-dire on casse la suture. On casse chirurgicalement, par des manœuvres chirurgicaux, la suture, la suture médiane intermaxillaire, on la casse, et après, par un disjoncteur, on active. On appelle ça la disjonction assistée, la disjonction du maxillaire chirurgicalement assistée. C'est ça la distraction. C'est un exemple de distraction. Apport de la distraction dans le sens transversal. On casse chirurgicalement la suture intermaxillaire. On place le disjoncteur et après on active. On active, regardez l'amélioration des arcades. Traite la distraction mandibulaire. D'accord, dans le cas de micromandibulé. C'est un cas extrême. D'accord, on casse la suture syndicale. D'accord, qui se consolide vers l'âge d'un an, à peu près. D'accord, on place le disjoncteur vers un puissant, on active le disjoncteur et regarde. On améliore le sens transversal de la mandibule. Traitement des asymétries. Le disjoncteur sera donc asymétrique. La chirurgie de première intention, d'accord, ce que je fais, ça ne me concerne pas, mais c'est une chirurgie indiquée en première intention, c'est-à-dire indiquée sans avoir effectué le traitement orthodontique de décompensation. Il faut savoir que le traitement orthodontique de décompensation, il aggrave une anomalie, donc il aggrave le trouble psychique du patient. D'accord? Vous imaginez que l'overjet de classe 3 qui a été bien compensé, on l'aggrave, donc on aggrave le prognatisme mandibulaire. La chirurgie de première intention vise cette aggravation, d'accord? Évite cette aggravation, mais donc elle vise une amélioration faciale plus rapide. Donc, la chirurgie de première intention nécessite des logiciels performants. On ne fait pas la décompensation dans un premier temps, mais on fera la chirurgie dans un premier temps. Et après la chirurgie, on fait notre traitement orthodontique. Donc, c'est plus rapide et c'est beaucoup plus esthétique par rapport à la chirurgie conventionnelle ou bien la chirurgie orthodontique conventionnelle. D'accord? Est-ce que vous avez compris la différence entre la chirurgie orthodontique classique et surgery first? Oui, C'est bon? docteur. Oui. D'accord. Je vous donne un exemple. Donc, chirurgie de première intention. Comme c'est une classe 2 sévère, donc la patiente a voulu que le traitement orthochirurgical plus rapide. D'accord? Donc, si on opte pour une chirurgie orthodontique de décompensation, ou bien chirurgie orthodontique conventionnelle, ou bien simple, on doit décompenser la pro-alvéolée inférieure. D'accord? On aggrave donc l'overjet. Oui, après, la chirurgie mandibulaire, et elle va faire avancer la mandibule. La chirurgie segmentaire du maxillaire va faire entrer le maxillaire. Mais ça va prendre beaucoup de temps. D'accord? Mais dans le cas de chirurgie de première intention, on va d'abord avancer la mandibule, comme dans ce cas. D'accord? On avance la mandibule. Et après, on opte pour un traitement orthodontique de finition. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Mais elle nécessite des logiciels performants. C'est pas l'objectif de notre cours, dans tous les cas. On termine. La prise en charge d'une dysmorphie maxillo-mandibulaire nécessite l'intervention d'un orthodontiste et d'un chirurgien. C'est une démarche longue, parfois surprenante pour le patient.
d'accord, puisque les effets psychiques, le coût du traitement et les complications. Parfois, c'est pas évident d'indiquer une chirurgie orthodontique. Cette double intervention nécessite une collaboration, parfaite collaboration entre ces deux praticiens, mais aussi avec beaucoup d'autres médecins dentistes, traitants, anesthésistes, parodontologistes, ORL, psychiatres. Connaître la motivation du patient est essentiel pour comprendre sa capacité à accepter le plan de traitement. La chirurgie de première intention constitue une option supplémentaire pour le traitement pour des indications qui sont spécifiques et faciliter et diminuer le temps chirurgical. On termine donc notre cours par cette conclusion. Est-ce que vous avez des questions